Donc Régis, comment allons-nous synthétiser au mieux la richesse de tout ce qui a été envisagé? Oui, alors retenir, c'est un peu compliqué, mais retenir l'essentiel peut-être ou synthétiser l'essentiel de l'esprit de ce livre. Je fais quand même une toute petite citation, rassurez-vous, pour commencer, qui est de Racamier, qui est très ancienne, comme quoi les problématiques d'aujourd'hui ne sont pas nouvelles. Et Racamier disait, à cette époque-là... Un psychiatre aussi, Racamier. Racamier, qui est donc le psychiatre, le directeur de l'hôpital de la Velotte près de Besançon, et qui a énormément travaillé sur les questions d'inceste et d'incestuel dans la suite de Racamier et avec le collège Et donc il disait, Racamier, le but d'une entreprise institutionnelle est d'améliorer les malades, mais nous ne pensons pas que toute son action s'en tienne là. Si elle a le bonheur d'atteindre le but essentiel, elle en atteint un autre du même coup. Elle aide à progresser ceux qui s'en occupent. Dans une institution qui va bien, les éléments soignants font des progrès. Voilà. Donc sous-entendu, dans une institution, c'est ce que disait Houry aussi quand il disait pour soigner les malades, il faut soigner l'hôpital. Dans une institution qui va bien, alors on a essayé d'évoquer un petit peu toutes ces questions de la fonction phorique, de la fonction de soutien, de portage vis-à-vis des professionnels de terrain ou des soignants. On a évoqué la place de la hiérarchie dans cette fonction phorique, dans cette fonction de soutien. Et c'est vrai que tous ceux qui ont travaillé en institution le savent. Dans une institution qui va bien, les professionnels se portent bien. D'ailleurs, le mot est juste, se portent bien, parce qu'ils se portent entre eux, on pourrait dire, dans le travail au quotidien. Et dans une institution où il y a une partie du maillage de cette fonction phorique, de cette chaîne des fonctions phoriques, où chacun a sa place dans son statut, soutient celui qui est placé hiérarchiquement en dessous de lui. Quand il y a rupture de ces chaînes, ça peut devenir très très difficile de travailler. Et donc on a évoqué tout ce qui pouvait faire praticable dans la vie quotidienne, et je crois que la première question fondamentale, j'ai envie de dire, et c'est celle que j'avais mis en premier dans mon livre sur sa partie clinique, c'est-à-dire présenter les situations des enfants et des adolescents qui nous sont proposées pour nos prises en charge. La première réflexion, c'est de savoir que c'est de penser, c'est d'avoir une vision du fait que notre première mission, c'est de prendre en charge, et moi j'ai ajouté de soigner, alors avec un mot qui peut peut-être déranger certains, mais les enfants n'ont pas seulement besoin d'un accueil, d'une protection physique matérielle dans les murs de l'institution, ils ont besoin de se reconstituer une pensée, une parole, de pouvoir se représenter à nouveau, se faire une pensée sur les traumatismes qu'ils ont vécus. Donc l'institution a toute une mission de protection concrète, elle a une mission fondamentale d'éducation par l'enseignement, la scolarité, les soins spécialisés, mais elle a une responsabilité par rapport à, quand on parle souvent de ce que deviennent les enfants, par exemple, de l'aide sociale, elle a surtout une mission pour que ces enfants ne reproduisent pas ces problématiques à la sortie de l'institution. Et pour ça, faut qu'il y ait un travail que moi je dis thérapeutique, dans le sens de miseste, c'est-à-dire que tout le monde s'y met dans la cure en institution pour construire cette thérapeutique. L'institution doit se donner une mission thérapeutique pour aller aux sources de ce qui fait souffrance chez ces enfants, en disant que tant qu'un enfant souffre trop d'un envahissement, Maurice Berger dirait d'une hallucination par rapport à ce qu'il a vécu le week-end dernier dans sa famille, c'est pas la peine de lui demander d'aller apprendre des règles de grammaire à l'école, il est incapable d'apprendre, il est envahi par des problématiques beaucoup trop lourdes.
Et donc il faut absolument, ou c'est pareil pour un apprentissage professionnel, avoir le courage de se lever tous les matins pour aller à son apprentissage. Il faut se porter à peu près bien dans sa façon d'être, et c'est là la fonction que moi je dis principale de l'institution. C'est ça qui va faire traitement, c'est de permettre à ces enfants de rencontrer des adultes différents, des adultes sécurisants, pour constituer dans leur vie un terreau suffisamment fertile et suffisamment solide pour qu'ils puissent à cette occasion-là à nouveau se reconstruire une pensée. Voilà, quel serait le bémol, on pourrait dire, qu'on mettrait sur l'accord institutionnel pour que ça soit vraiment harmonique, que au travail de protection et d'éducation s'ajoute un travail de soin sur ce que cet enfant a vécu, qu'il puisse, en se construisant une pensée, accéder à des apprentissages, à la connaissance, à la possibilité d'une vie sociale plus personnelle et plus épanouie. Voilà. Et puis alors vous avez beaucoup insisté sur le fait que le métier ne s'improvisait pas, qu'il était difficile, qu'il était source de souffrance quelquefois pour les soignants, et que ceux-ci avaient besoin de se réunir et de parler et de effectuer des récits qui leur permettaient eux-mêmes d'évoluer et de s'épanouir dans leur pratique, et de trouver aussi des solutions uniquement en élaborant le récit. Et le fait de parler leur permettait de transmettre ce qu'ils vivaient eux-mêmes dans ces soins et dans ces rencontres. C'était lourd à porter, mais indispensable à partager. Alors, ce qu'il faut ajouter à ça, c'est que, quand je disais la première partie du livre, c'est une partie clinique qui décrit la situation des adolescents. La première question, ça devient aussi, dans cette problématique de l'institution, de ce que disait Tosquelles, qui était le psychiatre à l'origine du mouvement de la psychothérapie institutionnelle. Il disait, il faut théoriser la pratique, c'est-à-dire que il faut pouvoir parler, faire un récit dans l'institution, c'est vrai, mais il faut aussi des gens formés. Alors formés dans les formations initiales d'éducateurs spécialisés, mais formés tout au long de leur parcours professionnel, parce que les formations très spécifiques, par exemple la psychopathologie familiale, ce sont des choses qui ne sont pas forcément enseignées en formation initiale. On pourrait dire que ce sont des formations spécialisées qui sont souvent dispensées par des groupes ou des corporations de professionnels, et dans les congrès, dans les journées d'études, c'est un milieu qui est extrêmement riche à ce niveau-là. Et il y a beaucoup d'éducateurs de base qui ont été formés en fait par l'ensemble des stages de formation, de séminaires, de colloques auxquels ils ont participé. Où là, je pense au DU de psychothérapie institutionnelle à Lille de Pierre de Lion par exemple, ce sont des professionnels qui viennent enseigner aux élèves, et c'est toute cette richesse de formation continue qui va construire une culture institutionnelle où chacun va pouvoir trouver sa place dans l'édifice. Merci Régis. Une dernière chose, j'avais rêvé un petit peu que vous puissiez nous dire une parole qui concerne tous membres d'une grande société, voilà, pour dire que si nous apprenions à écouter, si nous apprenions peut-être à construire nous aussi des récits de notre vécu en société, peut-être qu'il y aurait davantage d'apaisement, de réconciliation, de concorde. Oui. Alors, j'avais précisé quand on avait préparé cette partie-là, Jean-François, que ce dont je parle, c'est du travail institutionnel spécialisé. Absolument. C'est-à-dire que c'est vraiment une construction particulière qui, en plus, on ne trouve pas forcément dans d'autres secteurs professionnels ou dans d'autres types d'organisations. Mais c'est vrai que au-delà de cette spécialité institutionnelle, on peut s'interroger sur par exemple, la fonction de la parole. On peut certainement s'interroger sur cette question dans les entreprises, dans le fonctionnement d'autres organisations. Les collectifs, toute la place des collectifs dans l'organisation, les conseils d'enfants dans les écoles, enfin.
Mais c'est vrai qu'à force de construire, de conduire ces réflexions, on peut être amené dans la vie de tous les jours, dans toutes nos collectivités, dans tous nos collectifs, à s'interroger sur notre parole face à l'autre ou face aux autres dans la vie de tous les jours, dans la vie sociale, dans la vie des organisations. Comme je disais à propos de Winnicott qui empruntait le crayon de l'enfant qui faisait son dessin en thérapie, Winnicott prenait le crayon, l'enfant bloqué. Et Winnicott lui disait « tu me prêtes ton crayon » et l'enfant lui prêtait son crayon. Et Winnicott continuait le dessin de l'enfant et il disait pour un petit bout. Et Winnicott lui disait « est-ce que c'est ça ?» Et donc on pourrait, je disais à ce moment-là, il prête son inconscient d'enfant à l'enfant. Et donc dans la vie de tous les jours, s'il y a une question qu'on peut peut-être se poser par rapport à ça, c'est que dans tous nos échanges, dans tous nos partages, faut faire attention aux discussions, parce que les discussions sont certainement pas la meilleure façon de parler en groupe. Et c'est pas les médias actuellement qui, à part quelques-uns d'ailleurs, qui font très attention à ça, c'est pas eux qui vont nous montrer un bon exemple, ou même l'Assemblée nationale, disons, ces derniers temps. Mais on peut, si on veut faire attention dans nos échanges avec des amis, avec des collègues de l'entreprise, on peut faire attention à ce qu'on dit, et on peut faire attention à la façon dont on accueille la parole de l'autre. Et dans les institutions qui vivent des choses complexes, on peut quelquefois prêter son inconscient à l'autre. Alors, c'est pas seulement se mettre à sa place, mais c'est même dans une vie de famille, on peut prêter son inconscient à l'autre. Hein. Quand on est dans un rapport à ses parents, ses grands-parents, on peut essayer de comprendre ce qu'ils ont vécu quand ils étaient enfants. Donc on peut, comme ça, se inventer, c'est vrai, tous les jours, si on veut, une place dans la parole, une place dans la question de l'inconscient qui soit originale et riche de sens, quoi. Merci Régis, merci beaucoup pour votre fidélité, pour votre intervention, pour votre vision et pour la patience à laquelle vous avez essayé de nous initier à tout cela. Merci chers amis, à une autre fois sur d'autres chemins avec d'autres intervenants, mais nous n'oublierons pas Régis Godet et nous ferons une place dans notre bibliothèque à son livre « Des institutions et des hommes » publié en 2021 au Champ Social. Merci Régis. Merci beaucoup. Merci chers amis.